Je pensais autrefois que ma famille était juste un peu bizarre, peut-être un peu vieux jeu. Vous savez, le genre qui croyait que les garçons n'avaient pas besoin d'autant de compliments que les filles parce que nous étions censés être durs et indépendants. Mais avec le temps, cette excuse a commencé à s'effriter, surtout lorsqu'il est devenu évident que peu importe ce que j'accomplissais, ma sœur Chloé n'avait qu'à cligner des yeux pour avoir droit à une parade. Je m'appelle Lucas. J'ai 18 ans. Et cette histoire commence le jour où j'ai obtenu mon bac. Ce qui aurait dû être l'un des jours les plus fiers de ma vie est devenu, à la place, le moment où tout a fini par craquer. En grandissant, je n'étais pas le genre de gamin à créer des problèmes. Je n'étais ni bruyant ni en quête d'attention. Je faisais mes devoirs, je gardais ma chambre propre, j'évitais les bagarres et j'aidais même maman à la maison sans qu'on me le demande. Mais la seule chose que je ne pouvais jamais faire, c'était éclipser Chloé. Elle a 2 ans de moins que moi, mais on ne l'aurait jamais deviné à la façon dont tout le monde la traitait comme le joyau de la couronne familiale. Des 20/20 partout? Moi aussi j'en avais. Mais quand Chloé ramenait ses notes, papa les postait sur Facebook avec une légende du style « Notre futur médecin ». Quand je faisais la même chose, il hochait juste la tête et me demandait si j'allais aider à monter les courses. Ce n'était pas seulement les notes. À chaque anniversaire, chaque Noël, chaque événement familial, elle était la star. J'avais droit à une poignée de main et une carte cadeau Fnac. Elle avait droit à une fête à thème, des tenues coordonnées et un diaporama que papa avait monté lui-même. J'ai appris très tôt à ne pas attendre grand-chose. Et pour être honnête, pendant un moment, ça m'allait. Je me disais que ce n'était pas une compétition. Je n'avais pas besoin de tout ce flafla. Je construisais mon avenir en silence. Mais quand le moment est enfin venu d'être reconnu pour quelque chose pour lequel j'avais travaillé si dur, mon baccalauréat, tout s'est effondré. La cérémonie de remise des diplômes du lycée était correcte, rien de spécial. Je suis monté sur l'estrade, j'ai pris mon diplôme, serré des mains, souri pour la photo. Ce qui a fait mal, c'est ce qui s'est passé après. L'école avait aménagé une petite zone à l'extérieur avec des tables pour que les familles puissent se rassembler, prendre des photos, offrir des fleurs, tout ça. Je scrutais la foule pour trouver mes parents et je les ai repérés vers le fond, sous un arbre, avec Chloé dans une robe d'été flambant neuve et ce qui ressemblait étrangement à un iPhone dernier cri dans la main. Quand je me suis approché, la première chose que papa a dite n'était pas « Félicitations ou on est fier de toi ». Il m'a regardé en plissant les yeux et a dit « Le voilà ». Monsieur potentiel gâché en personne. Puis il a ri. Maman a ri aussi. Chloé a ri le plus fort, rejetant ses cheveux en arrière comme si c'était la chose la plus drôle qu'elle ait jamais entendue. J'ai souri. Que pouvais-je faire d'autre? Je me suis dit que c'était juste une blague, même si je sentais mon estomac se nouer. Ils m'ont tendu un petit sac cadeau, un de ces sacs fins qu'on trouve chez Jiffy ou Action. À l'intérieur, il y avait une paire de lunettes de soleil bon marché et une carte qui disait « Ne laisse pas l'avenir t'éblouir ». C'était tout. Pas de réservation au restaurant, pas de discours, pas même une mention de la bourse d'études que j'avais décrochée pour une école d'ingénieur. Pendant ce temps, garé derrière eux avec un énorme nœud rouge sur le toit, il y avait une voiture noire étincelante. Une Mini Cooper, toute neuve. Je l'ai fixée une seconde de trop, et Chloé l'a remarqué. Elle rayonnait. « C'est pour moi », a-t-elle dit en serrant les clés comme si elle avait gagné au loto. « Pour quand j'aurai mon permis cet été. » Elle n'est pas parfaite? Papa et maman ont dit que c'est parce que j'ai été très responsable, a-t-elle ajouté. Et parce que, tu sais, moi j'ai de vrais objectifs. J'ai dégluti difficilement. De vrais objectifs. Comme si ma place en école d'ingénieur en environnement ne comptait pas. Comme si le job que je faisais à mi-temps pour payer mes livres n'avait aucune importance. Comme si toutes les nuits blanches, les options renforcées, les projets scientifiques, ça ne suffisait pas. Et le pire, c'est que personne n'a remarqué l'expression sur mon visage. Ou s'ils l'ont fait, ils s'en fichaient. Papa m'a tapé dans le dos et a dit « Allez, on fait une photo rapide, hein? Faites semblant d'être fiers. » On a pris exactement 3 photos. Puis ils ont commencé à remballer, disant qu'ils voulaient éviter les bouchons. Je suis resté là, tenant le sac avec les lunettes de soleil, les regardant marcher vers la voiture comme si j'étais un cousin éloigné et non leur fils unique. Pas de dîner, pas de réunion de famille, rien. Juste le bruit du moteur qui démarre et la voix de Chloé qui gloussait depuis le siège avant.
Je ne suis pas rentré avec eux. Je suis allé à la gare SNCF à la place. J'ai utilisé la carte bancaire d'urgence que j'avais gardée cachée dans mon portefeuille, celle que ma tante Claire m'avait donnée il y a un an, juste au cas où les choses deviendraient trop lourdes. J'ai acheté un billet aller simple et je n'ai même pas dit à qui que ce soit où j'allais. Je suis juste resté assis là, à regarder les lumières floues passer par la fenêtre du train, serrant ce sac avec ses lunettes stupides comme si c'était la seule chose qui me rattachait à cette journée entière. 5 jours plus tard, j'ai reçu un SMS de tante Claire. C'était court. Ta mère pleure sans arrêt. Elle pensait que tu allais juste passer au-dessus. Passer au-dessus. Comme si des années à être traité comme si je ne comptais pas était quelque chose que je pouvais juste ignorer d'un haussement d'épaule. Comme si une blague sur mon potentiel gâché le jour le plus important de ma vie était inoffensive. Comme si c'était moi qui réagissais de manière excessive. C'est là que quelque chose en moi a fait un déclic. Pas craquer, juste un déclic. C'était plus silencieux que la rage, plus profond que la tristesse. C'était la réalisation lente et froide qu'il n'allait pas changer. Pas pour moi. Jamais. Si je voulais que les choses soient différentes, je devrais être celui qui opère le changement, pas juste partir, pas juste disparaître. Je devais construire quelque chose qu'il ne pourrait pas ignorer, quelque chose dont il ne pourrait pas rire ou s'attribuer le mérite. Je ne savais pas encore exactement à quoi cela ressemblerait. Mais assis dans la chambre d'amis de ma tante, entouré par le silence et une sorte de liberté étrange, j'ai commencé à faire des plans, parce que s'il pensait que j'allais le passer au-dessus, il n'avait aucune idée de ce dont j'étais vraiment capable. Quand je suis arrivé chez tante Claire, elle n'a pas posé 1 million de questions. Elle m'a juste serré fort dans ses bras, m'a conduit à la chambre d'amis et a dit « Repose-toi. On parlera quand tu seras prêt. » Ce genre de compréhension silencieuse, je n'y étais pas habitué. Mes parents adoraient dire des choses comme « On t'a donné un toit, tout ce qu'on fait c'est pour ton avenir. » Mais d'une manière ou d'une autre, cela semblait toujours conditionnel, comme un amour avec un bilan comptable. Avec tante Claire, aucune explication n'était requise. Je n'ai même pas défait mes valises la première nuit. Je me suis juste glissé dans le lit, encore dans mes vêtements de la remise des diplômes, et j'ai fixé le ventilateur au plafond pendant des heures, attendant de ressentir autre chose que ce vide. Au cours des jours suivants, je me suis adapté lentement. Claire me préparait le petit déjeuner le matin, me laissait utiliser son bureau pour envoyer des emails à l'administration de mon école, et m'a même conduit au campus universitaire voisin pour que je puisse voir les résidences étudiantes et parler à quelqu'un du CROSS. Ce n'était pas mon premier choix d'école, mais après ce qui s'était passé, retourner dans ma ville natale, dans mon ancienne maison, et faire semblant que rien n'avait changé, ce n'était pas une option. Elle ne fouinait pas trop, mais elle voyait bien qu'il y avait plus dans cette histoire que ce que je laissais paraître. Le 5e soir, nous nous sommes assis sur sa terrasse avec des tasses de thé, et je lui ai finalement tout raconté. Pas seulement l'incident du bac, mais les années à être le frère invisible, les piques discrètes, la façon dont papa louait Chloé juste pour le fait d'exister tout en traitant mes réussites comme des corvées que j'étais censé faire de toute façon. Les silences bizarres au dîner de famille. La fois où ils ont oublié de venir me chercher après une sortie scolaire et ne l'ont remarqué que lorsque le prof a appelé. La façon dont Chloé empruntait toujours de l'argent dans ma chambre sans jamais être punie. La fois où elle a embouti la vieille voiture de maman dans une boîte aux lettres et où, je ne sais comment, c'est moi qui ai été puni pour être une mauvaise influence. J'ai parlé pendant plus d'1 heure et Claire ne m'a pas interrompu une seule fois. Quand j'ai finalement arrêté, elle a expiré lentement et a dit « Lucas, je te crois. Et je suis désolé. » Ça faisait bizarre d'être cru. D'avoir quelqu'un qui me regarde et dit sans poser de questions « Tu as été maltraité. » Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. Mais la paix n'a pas duré longtemps. Une semaine après mon départ, maman a appelé. Je n'ai pas répondu. Puis sont venus les SMS. Un de papa, il est temps d'arrêter de jouer la victime et de rentrer à la maison. Un de Chloé, tout le monde parle de toi et de ton drame. Tu as embarrassé maman devant son club de lecture. Et un autre de maman, ta sœur traverse beaucoup de choses en ce moment. N'ajoute pas à son stress. Ce dernier m'a achevé. Chloé traversait beaucoup de choses. Elle avait eu une voiture neuve, une fête pour mon diplôme, et une foule de gens l'applaudissant pour n'avoir rien fait, mais c'était elle qui était stressée. J'ai mis la conversation en sourdine. Quelques jours plus tard, Claire a reçu un appel. C'était maman.
Elle demandait si j'étais toujours là, si j'allais bien, si j'étais sorti de ma crise. Claire ne lui a pas donné grand-chose. Elle a juste dit que j'étais en sécurité et que je réfléchissais. Mais après avoir raccroché, elle s'est tournée vers moi et a dit « Ils n'appellent pas parce que tu leur manques. Ils appellent parce qu'ils perdent le contrôle. » Cette phrase est restée gravée en moi. Le mois suivant, je me suis jeté dans la préparation de ma rentrée universitaire. J'ai trouvé un logement grâce à un programme d'admission tardive que Claire avait trouvé. J'ai décroché un boulot le soir dans un magasin de bricolage en centre-ville. J'ai même commencé un cours en ligne en avance pour prendre de l'argent. Pour la première fois, je prenais des décisions par moi-même. Pas besoin d'approbation, pas de commentaires passifs-agressifs. Ça faisait du bien, comme si je pouvais enfin respirer. Mais ensuite est arrivé le mariage. La meilleure amie de Chloé, une sorte d'influenceuse nommée Inès, se mariait ce mois d'août. Chloé était demoiselle d'honneur. Évidemment, ma famille était invitée. Claire a reçu une invitation aussi, probablement par politesse. Moi non, pas au début. Puis, 2 semaines avant le mariage, maman a rappelé Claire et a laissé un message vocal disant « Chloé voulait qu'il soit là. Je sais que les choses ont été tendues, disait-elle. Mais c'est un événement familial. Chloé veut inclure. Passons à autre chose. » Claire m'a fait écouter le message sans commentaire. Au début, j'ai dit non. Un non catégorique. Mais ensuite j'y ai réfléchi. À la vitesse à laquelle ils essayaient de tout balayer sous le tapis. À la façon dont personne ne s'était excusé, s'attendant juste à ce que j'oublie. J'étais curieux de voir à quoi ressemblait leur version de m'inclure. Alors, j'ai dit à Claire que j'irais, juste pour voir. Le mariage avait lieu dans un domaine viticole à environ 2 heures de chez nous. La famille d'Inès avait de l'argent. Tout était absurdement excessif, tente blanche, chaise dorée, une harpiste en live, la totale. Je suis arrivé dans un simple costume bleu marine, le seul que j'avais, et j'ai trouvé mes parents debout près de la tente de réception, verre à la main. Chloé n'était pas encore là. Maman m'a vu la première. Elle a souri. Trop vite, trop grand. Voilà mon bachelier, a-t-elle dit en me tirant pour une étreinte. Ça semblait mis en scène. Papa a hoché la tête. Regardez qui a décidé de se montrer. Tu t'es bien habillé, ça va. C'était comme s'il lisait un script, faisant semblant que rien ne s'était passé. Aucune mention du train, aucune mention du silence, juste bienvenue de retour dans l'histoire, fiston. La cérémonie fut courte, heureusement. Après, à la réception, je me suis retrouvé assis à une table avec des cousins éloignés que je connaissais à peine. Chloé est passée une fois dans sa robe de demoiselle d'honneur et m'a lancé un regard du genre « Tu as de la chance d'être là ». Et puis les discours ont commencé. D'abord le témoin, puis les parents d'Inès. Puis Chloé s'est levée. Apparemment, on lui avait demandé de parler aussi. Elle a tapoté le micro et m'a regardé droit dans les yeux. Je veux juste dire, a-t-elle commencé, sa voix mielleuse, combien je suis reconnaissante pour ma famille, pour mes parents qui me soutiennent et mon frère Lucas, qui m'a tant appris sur ce qu'il ne faut pas faire. La foule a ri. Elle a continué. Quelque chose sur le fait de regarder quelqu'un faire toutes les erreurs et d'en tirer des leçons. Sur le fait de savoir quelle chance j'ai de ne pas gâcher les opportunités qu'on m'a données. Je n'ai pas entendu le reste. Je fixais la nappe, essayant d'empêcher mes mains de trembler. Claire était assise 2 tables plus loin. J'ai croisé son regard. Elle avait l'air furieuse, mais je lui ai juste fait un sourire crispé. Je voulais voir jusqu'où ça irait. Après le dîner, j'ai trouvé Chloé près du bar. Sérieusement, ai-je demandé calmement. Elle a penché la tête. Quoi? C'était une blague. Une blague, ai-je répété. Au mariage de ton ami, devant 200 personnes? Elle a haussé les épaules. Tu es tellement dramatique ces derniers temps. Je me suis dit qu'un peu d'humilité te ferait du bien. Quelque chose en moi s'est brisé, mais ce n'était pas de la colère. Pas encore. C'était ce même déclic que j'avais ressenti après le bac. Ce changement froid, cette réalisation, elle ne me voit même plus comme une personne. Je suis parti sans dire au revoir. Le lendemain, j'ai bloqué son numéro. J'ai bloqué maman et papa aussi.
Je ne voulais pas d'une autre tournée de Elle ne le pensait pas ou c'était juste pour rire. J'avais fini de faire semblant, mais eux non. 3 jours plus tard, une lettre est arrivée chez Claire, manuscrite, de ma mère. 4 pages de culpabilité, de déni et de menaces à peine voilées. La famille ne part pas, Chloé est sous pression. Tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Nous ne t'avons pas élevé pour être aussi cruel. Cruel ? Il m'avait ignoré, moqué, utilisé comme un accessoire, et maintenant c'était moi le cruel. Claire m'a regardé lire la lettre en silence. Quand je l'ai pliée et mise de côté, elle a dit « ça va ». J'ai hoché la tête. Ouais, en fait, ouais. Parce que quelque chose avait changé. Le discours du mariage, la lettre, tout ça. Ce n'était plus juste un manque de respect. C'était une trahison. Publique, personnelle et intentionnelle. Et s'il voulait me pousser hors du récit familial, alors très bien. Mais j'allais réécrire l'histoire moi-même. Et quand j'aurais fini, il ne pourrait plus jamais prétendre que je n'étais qu'un potentiel gâché. Après avoir lu la lettre de maman, je n'ai rien dit pendant un long moment. Je suis juste resté assis là, le papier encore chaud entre mes mains, ces mots résonnant dans ma tête comme quelqu'un criant dans un couloir. Claire ne m'a pas pressé. Elle m'a juste versé une autre tasse de thé et est retournée lire son livre à l'autre bout de la table de la cuisine, me laissant de l'espace comme elle le faisait toujours. Je n'étais pas sûr de ce que je devais ressentir. De la colère ? J'étais déjà passé par là. De la blessure ? Cela s'était estompé en quelque chose de plus froid. Je pense que ce que je ressentais ce soir-là était plus proche du vide. Pas le genre de vide dramatique rempli de larmes, juste un sentiment calme d'en avoir fini avec eux, d'avoir fini d'essayer, de garder l'espoir qu'un jour ils réaliseraient ce qu'ils faisaient et offriraient quelque chose ressemblant à de vraies excuses. Je le sentais dans mes os. Il n'allait pas changer. Cette nuit-là, j'ai finalement déballé le sac de sport que j'avais apporté de la maison. Tout ce que je possédais tenait dans un seul tiroir et la moitié du placard. Quelques chemises, mon ordinateur portable, quelques livres, de vieux carnets remplis d'idées à moitié finies, d'applications que je voulais créer, de croquis de produits, de petites inventions que j'avais griffonnées à 3 heures du matin sans jamais les montrer à personne. À l'époque, je pensais que papa serait peut-être impressionné par l'une d'elles. Peut-être que si je construisais quelque chose d'utile, d'intelligent, il lèverait les yeux de son téléphone et dirait « Tiens, c'est plutôt malin, gamin ». Ça n'était jamais arrivé. Mais assis là sur le lit d'amis de Claire, feuilletant ses pages, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais plus besoin qu'il soit impressionné. J'avais juste besoin d'être fier de moi. Alors, je me suis mis au travail. Les premières semaines ont été rudes. J'avais économisé un peu d'argent de mon job à mi-temps chez moi, mais ça n'allait pas durer. Claire a proposé de couvrir certaines de mes premières dépenses universitaires, mais je ne voulais pas m'appuyer sur elle à moins d'y être obligé. J'ai pris des quarts au magasin de bricolage, faisant de la mise en rayon et tenant la caisse quand il y avait du monde. Ce n'était pas glamour, mais ça payait assez pour s'en sortir. Les soirs où je ne travaillais pas, je m'enterrais dans des tutoriels de codage et des vidéos business sur YouTube. J'ai appris à construire des sites web basiques, gérer des bases de données, créer des interfaces utilisateurs. Je ne savais pas encore exactement ce que je visais, mais je construisais ma boîte à outils. Chaque jour, je notais 3 objectifs. Une chose à apprendre, une chose à construire et une chose sur laquelle réfléchir. Ça me gardait ancré, me donnait une structure, et lentement, j'ai commencé à me sentir à nouveau moi-même. Pas la version qu'il définissait, mais la version que j'avais toujours été silencieusement sous la surface. Pendant ce temps, les cours ont commencé. Ma nouvelle école n'était pas une grande école parisienne prestigieuse, mais elle avait un programme d'ingénierie solide et des professeurs qui s'impliquaient vraiment. J'ai fait profil bas au début, essayant juste de passer les cours et d'éviter les ennuis. Mais quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Je me faisais remarquer. Pas par des camarades essayant d'être mes amis ou quoi que ce soit de ce genre. Je restais surtout seul, mais par les enseignants. Mon professeur d'introduction à l'ingénierie m'a pris à part après notre deuxième quiz et m'a demandé où j'avais appris à écrire du code comme ça. Je lui ai parlé des tutoriels, des nuits passées à regarder des vidéos et à construire des projets parallèles. Tu as un instinct, a-t-il dit. Ne le gâche pas. Ça m'est resté. Cette même semaine,
j'ai créé une application de budget basique. Rien de flashy, juste un outil pour aider les étudiants à suivre leurs dépenses. Je l'ai partagée sur un forum du campus, sans attendre grand-chose. En quelques jours, elle a eu plus de 300 téléchargements, puis 500, puis 1200. Quelqu'un m'a même envoyé un email pour me demander si j'étais ouvert à faire du travail en freelance. J'ai dit oui avant de pouvoir me dissuader. La mission freelance payait 600 €. Je l'ai utilisée pour améliorer mon ordinateur portable, acheter un tableau blanc pour le garage de Claire, qui était essentiellement devenu mon mini-bureau, et j'ai commencé à cartographier une nouvelle idée, une que j'avais griffonnée dans ces vieux carnets depuis des années. Une plateforme pour que les étudiants partagent des notes de cours et des outils d'études. Rien de révolutionnaire, mais je savais par expérience à quel point ce genre de ressources pouvait être utile quand on n'avait pas de système de soutien pour nous encourager. Je l'ai appelé le StudyStack. J'y travaillais entre les cours, entre les services au magasin, parfois toute la nuit. J'emmenais mon ordi au café du campus, je branchais mes écouteurs et je me perdais dans le code. Claire a commencé à laisser des collations devant la porte du garage comme si j'étais un moine dans un monastère technologique. Elle ne demandait pas ce que je construisais. Elle me laissait juste construire. Une nuit, peut-être 2 mois plus tard, je lui ai montré. Elle a cliqué un peu partout pendant quelques minutes, puis a levé les yeux et a dit « Lucas, c'est vraiment génial, en fait. » Ça signifiait plus que je ne pouvais le dire. Claire n'était pas du genre à faire des compliments vides. Aux vacances d'hiver, j'ai lancé une version bêta et je l'ai partagée avec quelques professeurs et étudiants. La réponse a été meilleure que prévu. Quelques enseignants ont même commencé à la recommander dans leurs cours. Le trafic a explosé. J'ai dû apprendre par moi-même l'optimisation back-end juste pour empêcher le site de planter. Et à travers tout cela, mes parents n'ont jamais repris contact. Pas une seule fois. Ils n'ont pas demandé comment j'allais. N'ont pas vérifié si j'avais trouvé une école. Ne m'ont pas félicité quand mon application a dépassé les 10 000 utilisateurs. C'était comme si j'avais cessé d'exister dans leur monde. Et bizarrement, ça m'allait, parce que je commençais à voir quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. Je n'étais pas un échec. Je n'étais pas un potentiel gâché. J'étais juste quelqu'un qui avait besoin d'espace pour grandir sans être constamment piétiné. Mais même alors que je me reconstruisais, même alors que je commençais à trouver mon rythme, il y avait des moments où tout revenait en force. Comme le soir où j'ai croisé une vieille amie de la famille au supermarché. Elle m'a vu mettre mes courses en sac, m'a fait un sourire crispé et a dit « Oh, Lucas, ta mère a dit que tu étais parti te chercher ou quelque chose comme ça. » Je ne l'ai pas corrigé. À quoi bon? Mais ça m'a rappelé à quel point les gens croient vite la version de l'histoire qu'on leur raconte, surtout quand celui qui la raconte porte des perles et sait pleurer sur commande. Pourtant, j'ai continué à construire. Au moment où le printemps est arrivé, StudyStack avait quelques milliers d'utilisateurs réguliers, un petit revenu publicitaire et même une équipe de modérateurs communautaires composée de bénévoles universitaires. J'ai commencé à travailler avec un ami rencontré sur un forum de codage, Maxime, un étudiant de 3e année de la côte ouest avec un sens de l'humour sarcastique et un cerveau comme un processeur. Ensemble, nous avons ajouté de nouvelles fonctionnalités, nettoyé l'interface et rendu la plateforme compatible avec les mobiles. On ne gagnait pas beaucoup d'argent, mais c'était à nous. Un soir, après une longue journée de débogage et de caféine, Maxime m'a envoyé un message « Mec, on pourrait faire passer ça à l'échelle supérieure, scaler, point. » J'ai fixé le message pendant un long moment. Ce mot « scaler », comme si c'était plus qu'un simple projet passion maintenant, comme si ça pouvait vraiment être quelque chose. Ça a allumé un feu en moi, et ce feu n'a fait que brûler plus fort quand, un jour de juin, j'ai reçu un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. « Salut, c'est Chloé. » Rien que son nom m'a serré la poitrine. J'ai fixé l'écran, le pouce planant sur le bouton supprimer, mais la curiosité l'a emporté. J'ai entendu dire que tu faisais un truc avec une appli. Maman dit que ça marche plutôt bien. Je n'ai pas répondu. 5 minutes plus tard, écoute, je sais que c'est devenu bizarre, mais on devrait parler. Tu restes mon frère. Tu restes mon frère. Comme si elle ne m'avait pas humilié devant 200 inconnus. Comme si elle n'avait pas passé des années à grignoter ma confiance avec un sourire et un compliment trempé dans du poison. J'ai laissé le message en vue. Cette nuit-là, j'ai travaillé jusqu'à 4 heures du matin pour développer la phase suivante de StudyStack.
Ce n'était pas une question de vengeance. Pas encore. Ce n'était pas pour leur prouver qu'ils avaient tort. C'était pour me prouver que j'avais raison. Mais au fond, je sentais quelque chose changer. Un élan silencieux se construisait. Et je savais que tôt ou tard, ils allaient vouloir revenir. Ils verraient mon nom dans des endroits auxquels ils ne s'attendaient pas. Entendraient des chuchotements de gens qu'ils essayaient d'impressionner. Se demanderaient pourquoi mon cousin parlait de moi à un dîner de famille. Demanderaient pourquoi je n'étais pas là à Noël. Et à ce moment-là, il ne s'agirait pas de pardon, il s'agirait de pouvoir. Parce que pour la première fois de ma vie, je l'avais. Je n'ai jamais cherché à me venger. C'est la vérité. Au début, je voulais juste survivre, puis me prouver que je n'étais pas ce qu'ils disaient. Mais quelque part en cours de route, cette résolution silencieuse a commencé à se transformer en quelque chose de plus tranchant. Pas de la rage, pas de l'amertume, juste de la clarté. Le genre qu'on obtient quand on arrête d'attendre que quelqu'un vous donne la permission et qu'on commence à construire sa propre porte. Au moment où l'été a laissé place à l'automne, StudyStack n'était plus seulement un projet parallèle. C'était en train de devenir une véritable plateforme. Des étudiants de plus de 50 campus s'étaient inscrits. Des professeurs m'envoyaient des emails pour demander s'ils pouvaient l'intégrer à leur programme. Maxime et moi tenions des appels Zoom tard le soir, parlant monétisation, mise à l'échelle de l'API et présentation aux investisseurs, pitch deck. Et au milieu de tout ça, j'allais encore en cours, je travaillais encore à la caisse du magasin de bricolage 3 soirs par semaine, et je vivais encore dans la chambre d'amis de Claire. Cet automne-là, quelque chose d'important s'est produit. Une professeure du programme d'entrepreneuriat technologique, Madame Dubois, m'a demandé de rester après le cours. Je pensais que j'avais peut-être oublié de rendre un devoir, mais à la place, elle s'est penchée sur son bureau et a dit « J'ai entendu parler de StudyStack, et je veux te présenter quelqu'un. » 2 jours plus tard, j'étais assis en face d'un homme nommé Marc Leroux, un business angel spécialisé dans la technologie éducative en phase de démarrage, EdTech. Il portait un blazer sur un t-shirt, avait une voix rocailleuse caféinée, et écoutait plus qu'il ne parlait. Je lui ai montré le site, expliqué comment nous aidions les étudiants à mutualiser les notes de cours, et j'ai même sorti nos analyses d'utilisation. Il n'a pas dit grand-chose pendant la présentation, a juste hoché la tête, pris quelques notes. Puis finalement, il a dit « Tu as construit ça sans financement, juste avec de la sueur et du manque de sommeil ?» J'ai dit oui. Il a souri. Garde cet état d'esprit débrouillard, mais j'aimerais t'aider à passer à la vitesse supérieure. 2 semaines plus tard, j'ai signé un accord. Pas énorme, mais assez pour embaucher un vrai développeur pour aider Maxime. Assez pour couvrir mes frais de vie pour que je puisse quitter le magasin de bricolage. Assez pour commencer à planifier le développement de l'application mobile. Et assez pour rendre une chose très, très claire, je n'étais plus juste le gamin qui était parti. Je construisais quelque chose de réel, quelque chose à moi. Claire a été la première personne à qui je l'ai dit. Elle m'a serré si fort que j'ai cru que mes côtes allaient craquer. Puis elle a sorti une bouteille de champagne poussiéreuse. Elle a dit qu'elle l'a gardée depuis son divorce pour une vraie raison, m'a-t-elle dit. Et ça. Ça c'est une vraie raison. Quelques soirs plus tard, alors qu'on rangeait après le dîner, elle m'a demandé doucement, « Alors, tu vas leur dire ?» Je n'ai pas répondu tout de suite, mais j'y ai beaucoup pensé. Ils n'avaient pas repris contact depuis des mois. Le dernier SMS de Chloé restait non lu. Papa n'avait pas appelé. Maman n'avait pas envoyé d'autres lettres. C'était comme s'ils faisaient semblant que je n'existais pas jusqu'à ce que, bien sûr, quelqu'un de leur cercle mentionne avoir vu mon nom dans un article sur les startups étudiantes émergentes. Ou peut-être qu'ils ont entendu quelqu'un à l'église parler d'un enfant du coin qui créait une application qui décollait vraiment. Quoi que ce soit, ça a finalement brisé le silence, car fin octobre, j'ai reçu une demande d'amis Facebook de papa suivie d'un message. Vu quelque chose sur ton petit projet. On est impressionné. Faut qu'on se voit pour en parler. Ton petit projet. J'ai fixé le message pendant un long moment. La façon dont ça minimisait tout. La façon dont ça effaçait le passé comme si rien ne s'était passé. Comme si le commentaire sur le potentiel gâché s'était juste envolé avec le vent. Comme si le camouflet du bac, le discours du mariage, les mois de silence ne comptaient plus parce que maintenant je faisais quelque chose d'utile. Je n'ai pas répondu. À la place,
j'ai fait une capture d'écran et je l'ai envoyée à Claire avec une seule ligne, il se réveille. Mais je n'étais pas prêt. Pas encore. Voyez-vous, je ne voulais pas juste qu'il me voie. Je voulais qu'il comprenne. Et pour ça, j'avais besoin d'attendre, d'observer, de planifier. L'opportunité est venue plus tôt que prévu. En novembre, j'ai été invité à prendre la parole lors d'une conférence régionale sur l'éducation. C'était principalement de petites universités, des entrepreneurs EdTech et des investisseurs à la recherche du prochain Duolingo, mais c'était important pour quelqu'un de mon âge. Ils ont même proposé de payer une chambre d'hôtel et les frais de déplacement. Quand je l'ai mentionné à Maxime, il a failli exploser. « Mec, tu vas monter sur scène. » J'ai appelé Madame Dubois. Elle m'a aidé à préparer mon discours. Maxime m'a construit une vraie démo à présenter. Et Claire m'a acheté un nouveau costume, sans poser de questions. Je me tenais en coulisses, le cœur battant, regardant le présentateur avant moi conclure. Mon nom est apparu sur l'écran en lettres grasses, Lucas Sanders, fondateur de StudyStack, construire une communauté académique à partir de zéro. Et quand je suis sorti là-bas, je ne pensais pas à Chloé ou papa ou au sac de lunettes de soleil à 2 € que j'avais reçu le jour de mon bac. Je pensais à tout le chemin parcouru, comment je l'avais fait sans applaudissements, sans éloges. Sans eux. La conférence s'est mieux passée que prévu. Je suis resté honnête. J'ai parlé du pouvoir des outsiders. La façon dont les étudiants sans système de soutien trouvaient quand même des moyens de partager des connaissances, de construire une communauté et de s'entraider pour survivre. J'ai même plaisanté sur le fait de vivre dans un garage. Le public a adoré. Après, un journaliste d'un site d'actualités éducatives m'a interviewé. Le lendemain matin, le titre disait « De mouton noir de la famille à innovateur étudiant, comment Lucas Sanders a bâti StudyStack dans un garage ». Cet article, il a tourné partout. Il a été retweeté par des professeurs, des groupes d'anciens élèves, même quelques pages de Capital Risque. J'ai reçu 3 demandes d'intervention en une semaine et un email d'un éditeur me demandant si j'avais déjà envisagé d'écrire un livre sur mon parcours. Mais le vrai moment est arrivé le lendemain de Thanksgiving, ou plutôt, après un grand repas dominical en famille, adapté au contexte français. Claire et moi mangions des restes devant la télé quand son téléphone a vibré. Elle l'a ramassé, a lu quelque chose et a eu un sourire en coin. « Eh bien, je crois que ta mère a enfin lu l'article. »« Comment tu peux le savoir ?» Elle a tagué la moitié de la famille éloignée et a écrit « Si fier de notre Lucas. Il a toujours été un tel fonceur. » J'ai cligné des yeux. Quoi? Elle a même mis un emoji clin d'œil. J'ai pris le téléphone et fixé le poste. C'était réel. Ma mère, qui ne m'avait pas parlé depuis près d'1 an, me revendiquait maintenant publiquement comme son fils brillant et résilient. Il y avait déjà des commentaires. Tante Denise, waouh, je ne savais pas qu'il réussissait si bien. Tu dois être si fière. Cousine Inès, l'autre cousine, pas l'amie mariée, attends, c'est ton Lucas? Incroyable. Et puis Chloé a commenté, c'est mon frère. J'ai toujours su qu'il ferait quelque chose d'incroyable. Je ne sais pas ce qui a brisé en premier, ma patience ou ma retenue. Parce que soudain, j'ai tout vu pour ce que c'était. Il n'était pas juste fier. Il réécrivait l'histoire. Il s'appropriait mon histoire comme s'ils en avaient fait partie. Comme s'ils ne m'avaient pas chassé de la maison avec des blagues, du silence et de la cruauté. Comme s'ils m'avaient soutenu depuis le début. J'ai fermé le post. Je n'ai pas commenté. Je n'ai envoyé de message à personne. J'ai ouvert un document à la place. Je l'ai titré Phase 1, la réécriture. S'ils voulaient revenir dans ma vie maintenant, j'allais m'assurer qu'ils comprennent ce que cela signifiait vraiment. Pas juste des poignées de main et des cartes de vœux, pas juste une fausse fierté et de la notoriété sur Facebook. Non, ça allait se faire à mes conditions. D'abord, j'ai contacté les organisateurs de la conférence du mois dernier. J'ai proposé de faire un webinaire de suivi pour les lycéens, en particulier ceux issus de milieux familiaux difficiles ou défavorisés. Je l'ai appelé le succès malgré tout. J'ai raconté ma véritable histoire, noms omis, détails affûtés. J'ai parlé de la nuit où j'ai quitté la maison, du gâteau à moitié mangé, de la blague du diplôme, du sentiment de voir tout le monde être célébré pendant que je disparaissais. Ça a touché une corde sensible.
Les emails ont commencé à affluer. Étudiants, enseignants, parents, gens qui se voyaient dans les marges de mon histoire. Je ne construisais plus seulement une application. Je devenais une voix. Maxime et moi avons parlé d'étendre la plateforme, d'offrir des bourses, de créer un réseau de mentorat. Et à travers tout ça, je gardais un œil sur ma famille. Chloé a commencé à me taguer dans de vieilles photos, des pièces de théâtre de l'école, des vacances, des anniversaires, avec des légendes comme « tant de souvenirs, fier de qui tu es ». Papa a mis à jour son LinkedIn pour mentionner qu'il était le père de 2 enfants, dont l'entrepreneur technologique montant Lucas Sanders. Maman m'a envoyé un long email intitulé « Peut-on parler ?» Pas d'excuses, juste une liste de raisons pour lesquelles elle était confuse sur pourquoi j'étais parti. Des lignes comme « On a toujours fait de notre mieux et j'aurais aimé que tu nous dises ce que tu ressentais. » Mais c'est ça le truc. Je leur avais dit des douzaines de fois de 100 manières silencieuses. Ils n'ont juste jamais écouté. Maintenant ils voulaient rentrer. Et je n'allais pas leur claquer la porte au nez. Non, j'allais l'ouvrir et leur faire tout voir. La blessure, la négligence, la façon dont ils ne tendaient la main que lorsque j'avais quelque chose qu'ils voulaient. Mais pas encore. D'abord, j'avais besoin d'une dernière chose. Une scène assez grande pour qu'ils ne puissent pas détourner le regard. Un projecteur si brillant qu'ils seraient forcés de me voir. Pas comme le fils silencieux et invisible qu'ils négligeaient autrefois, mais comme l'homme que j'étais devenu malgré eux. Et je savais exactement par où commencer. Au moment où l'hiver a laissé place au printemps, j'avais tout ce dont j'avais besoin. StudiStack avait franchi les 100 000 utilisateurs. Nous avions intégré des professeurs de plus de 150 universités et écoles. Maxime et moi avions officiellement créé la société. On ne gagnait pas encore des millions, mais on était stable, autonome et respecté dans notre niche. On avait une équipe de développement, 2 modérateurs à temps partiel, et même un consultant en relations publiques qui nous aidait à gérer toute la nouvelle attention médiatique. Je n'étais plus le mouton noir. J'étais Lucas Sanders, cofondateur, conférencier, mentor, et le gamin qui avait construit une plateforme éducative depuis le garage de sa tante après que sa famille l'ait rayé de la carte. Et maintenant, il voulait revenir. Après l'email de maman, je n'ai pas répondu tout de suite. J'avais besoin de temps, pas pour réfléchir, mais pour finir de planifier. Parce que le truc avec la vengeance, celle qui ne crie pas et ne donne pas de coups de poing, c'est qu'elle demande de la précision. On ne se contente pas d'attaquer. On attend qu'il vous ait complètement sous-estimé, qu'il pense que vous êtes passé à autre chose, qu'il commence à se vanter de vous aux gens qui se souviennent comment il parlait de vous dans votre dos, et ensuite vous leur donnez la vérité au publiquement, calmement, indéniablement. L'opportunité s'est présentée sous la forme d'un TEDx. Un de mes professeurs qui avait vu mon webinaire Succès malgré tout m'a nominé pour l'événement. Le thème cette année-là était Origine. Approprié. Les organisateurs m'ont contacté, m'ont évalué et m'ont donné le feu vert. J'avais 10 minutes sur scène. 10 minutes pour raconter mon histoire devant une foule de centaines de personnes et dans un live stream qui en atteindrait des milliers. Alors, j'ai écrit un discours, je l'ai réécrit, je l'ai aiguisé comme une lame. Pas de nom, pas d'accusation directe, juste la vérité étalée comme des pièces de puzzle que seuls les coupables reconnaîtraient. Quand le jour est arrivé, j'ai porté le même costume bleu marine que j'avais porté au mariage de Chloé, celui dans lequel je me tenais pendant qu'elle se moquait de moi depuis l'estrade. Claire était au premier rang. Maxime regardait en ligne depuis son appartement. Et quelque part, parce que je m'en étais assuré, mes parents regardaient aussi. Parce que je leur avais envoyé des passes VIP, des invitations manuscrites, une lettre polie et professionnelle sur du papier à en-tête officielle de StudiStack. Je parlerai au TEDx ce samedi. Je pensais que vous voudriez être là. J'ai même inclus une ligne qui disait, comme je sais que vous dites aux gens à quel point vous êtes fiers, je me suis dit que vous voudriez peut-être voir ça en direct. Pas de malice, pas de menace, juste un appât. Et ils ont mordu. Ils sont venus. Je les ai vus quand je suis monté sur scène. 4e rang. Papa dans une veste de sport qui avait encore le fil de l'étiquette qui pendait de la manche. Maman avec ses mains serrées fermement sur ses genoux. Chloé n'était pas là. Ou si elle l'était, elle n'était pas assez près pour que je la voie. Ça m'allait. Les lumières ont baissé. Les applaudissements se sont estompés. Je me suis avancé et j'ai commencé.
J'ai commencé par la nuit de mon bac. Comment j'avais reçu un sac de lunettes de soleil bon marché et une blague sur le potentiel gâché. Comment ma sœur avait reçu une voiture, une fête et un discours élogieux. Comment cette nuit-là, j'avais fait mes bagages et pris un train de nuit, seul. J'ai décrit ce que ça faisait de réaliser qu'on était invisible dans sa propre maison. De voir ses réussites ignorées, ses étapes importantes rejetées. Je parlais lentement, clairement, sans jamais élever la voix. Puis j'ai changé de ton. J'ai parlé de la reconstruction, de Claire, même si je n'ai jamais utilisé son nom. Du sanctuaire silencieux d'un garage transformé en bureau. De ce que signifie trouver de la valeur sans validation. De combien d'étudiants comme moi existent talentueux, motivés mais invisibles et comment j'ai construit Studistack non pas malgré mon passé, mais à cause de lui. Et finalement, j'ai conclu avec ceci, les gens qui ont cru en moi pouvaient se compter sur les doigts d'une main. Mais c'était suffisant. Parce que ce que j'ai appris à la dure, c'est que parfois, les gens qui vous brisent le font si lentement que vous ne réalisez même pas que vous saignez jusqu'à ce que vous quittiez la pièce et que le silence ressemble à de l'oxygène. Alors, si on s'est déjà moqué de vous, par les gens qui auraient dû applaudir, si on vous a déjà dit que vous étiez un potentiel gâché par quelqu'un qui n'a jamais vu votre valeur, je veux que vous sachiez que leur approbation n'est pas la récompense. C'est vous la récompense. Et la réussite la plus satisfaisante n'est pas celle où ils vous encouragent. C'est celle où ils doivent rester assis dans le public pendant que vous dites la vérité. Il y a eu un temps de silence, puis des applaudissements, puis une ovation debout. Je n'ai pas regardé mes parents pendant le discours, mais quand je suis sorti de scène, j'ai jeté un coup d'œil vers eux. Maman était pâle, figée, les mains toujours serrées, les jointures blanches. Papa était penché en arrière, l'expression illisible, comme quelqu'un essayant de décider s'il doit être en colère ou impressionné. Je ne leur ai pas donné la chance de m'approcher. Claire et moi nous sommes éclipsés par la porte latérale vers le parking. Elle n'a rien dit au début, m'a juste tendu une bouteille d'eau et m'a pressé l'épaule. Finalement, elle a dit, c'était magnifique, gamin. J'ai hoché la tête. Tu crois qu'ils ont compris le message? Elle a souri. Oh, ils ont compris. Mais les vraies retombées sont venues dans les jours qui ont suivi la mise en ligne de la vidéo TEDx sur YouTube. En 2 semaines, elle a dépassé les 600 000 vues. Les commentaires affluaient des histoires, des remerciements. Des gens partageant leurs propres expériences d'avoir été négligés, rejetés, sous-estimés. J'ai commencé à recevoir des demandes pour intervenir dans des lycées, des sommets de leadership d'entreprise, et même un événement caritatif axé sur la rupture familiale. La base d'utilisateurs de Studistack a doublé en un mois. Nous avons été présentés dans un podcast tech qui nous a appelé la startup EdTech la plus discrètement disruptive de l'année. Et puis les messages privés de la famille ont commencé. Tante Denise m'a envoyé un email, je n'avais aucune idée que c'était si dur, Lucas. Je suis tellement désolé qu'on ne l'ait pas vu. Ton discours m'a fait pleurer. Ma cousine Inès m'a envoyé un message sur Instagram, maman dit à tout le monde que ton TED Talk a fait passer ton père pour un méchant, mais je l'ai regardé. Tu ne l'as pas fait passer pour un méchant. Il a fait ça tout seul. Puis est venu le message de groupe. Chloé, alors je suppose que tu es célèbre maintenant. C'est assez tordu. Tu as étalé notre drame familial sur Internet. Je n'ai pas répondu. Puis maman a envoyé un nouvel email. Cette fois, c'était différent. Pas d'excuses bidons. Pas de réécriture. Juste ceci, je l'ai regardé. En entier. Je suis désolé pour tout. Nous t'avons laissé tomber. Je comprends maintenant pourquoi tu es parti. Si jamais tu veux parler, je suis là. Sinon, je comprends. Vraiment. Je l'ai fixé pendant un long moment. Et puis je l'ai archivé. Pas parce que je ne la croyais pas, mais parce que ça ne changeait rien. Parfois, le pardon n'est pas une porte qu'on ouvre. C'est un poids qu'on pose et dont on s'éloigne. Je n'avais pas besoin d'excuses pour avancer. J'avais déjà avancé. Claire m'a aidé à acheter mon premier appartement cet été-là. Juste un petit endroit avec du soleil traversant les fenêtres de la cuisine et assez d'espace pour un deuxième écran. Maxime a pris l'avion pour venir me voir et nous avons planifié la prochaine phase de Studistack sur un tableau blanc autour de tacos et de bières bon marché. La vie a continué au meilleur, plus libre. Et quand les gens me demandaient d'où je venais, je leur disais la vérité. Je venais du silence.
des blagues à mes dépens, du fait d'être invisible à mon propre diplôme. Mais j'ai transformé ce silence en carburant. Les blagues en clarté. L'invisibilité en quelque chose qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Et à la fin, quand ils ont finalement été forcés de me voir non pas la version qu'ils avaient inventée, mais la personne que j'étais réellement, ils n'ont pas pu détourner le regard. C'était ça la vengeance. Pas une bagarre, pas un cri, pas une destruction publique ou une confrontation dramatique. Juste être indéniable. C'est comme ça qu'on gagne. Et quant à eux, ils peuvent continuer à raconter n'importe quelle version de l'histoire qui les aide à dormir. Moi, je continuerai à vivre celle qu'ils n'ont jamais vue venir. J'étais la déception, jusqu'à ce que j'arrête de demander leur approbation et que je devienne leur regret.